Blondine du Crevon et son officier. Épilogue. Friedrich, 5 octobre 1946. Notre fille Elisabeth est née le 3 juin 1946, et cette fois j'étais présent auprès d'Emma pour l'accouchement. Je m'émerveille chaque jour de voir ma femme l'allaiter, moi qui n'ai pu assister à ces scènes après la naissance de Mathias. L'avant-veille de la naissance de notre bébé, Pierre Pen avait été nommé gouverneur de Bade, et il est arrivé à Freiburg, où vont être ses bureaux. Le nouveau gouverneur parle parfaitement l'allemand. Ses bureaux sont installés à Freiburg am Breisgau. Lui-même et sa femme ont élu domicile dans la maison qu'occupait le général Schwartz. Mais la maison étant trop petite, la famille a migré à Umkirch, dans un château des Hohenzollern, ayant appartenu à Stéphanie de Beauharnais et qu'occupait le général Sevez, arrivé maintenant à Baden-Baden, comme commandant des troupes d'occupation. Après une gouvernance militaire, la ville va être gérée par des civils. Les Alliés ne donneront plus des ordres, mais sont désormais là pour conseiller et contrôler les membres du nouveau gouvernement fédéral à venir. L'administration des Alliés commence à être plus organisée. Les élections municipales ont eu lieu le 16 septembre et celles du Landtag sont prévues le 18 mai 1947. Certains de mes compatriotes, échaudés par l'expérience de la République de Weimar, trouvent que cette indépendance politique arrive un peu trop vite pour notre nouvelle démocratie. D'autres, au contraire, pensent qu'il faut profiter de l'opportunité qui nous est donnée par peur du communisme. À peine entré en fonction, Pierre Pen a choisi comme président du Land de Bade Léo Wolleb, un professeur de lettres anti-nazi et ardent pacifiste qui lutte pour l'indépendance du Bade. En bon défenseur de son terroir, il apprécie particulièrement les bons crus locaux. À mon avis, il gardera son poste aux prochaines élections, car c'est un homme aux valeurs morales et intellectuelles indéniables. J'aurais bien été tenté de me rapprocher de Feldberg à cette occasion. Mais Freiburg est encore un champ de ruines et il est donc difficile de trouver un logement. J'ai toujours l'espoir aussi de reprendre mes études pour passer ma maîtrise, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Emma me pousse à le faire et est prête à reprendre le travail dès qu'Elisabeth sera un peu plus grande. La plupart des universités viennent juste de rouvrir. Celle de Freiburg, malgré les destructions, a réouvert en septembre, mais dans des conditions précaires. Et cette réouverture ne concerne que la faculté de théologie. Elle a été reconstruite très vite et les étudiants y ont participé par le biais de journées de travail manuel obligatoires. De toute façon, je suis toujours liée à l'armée française. Sachant que la plupart des prisonniers allemands ne vont pas être libérés dans l'immédiat, je doute d'avoir cette faveur avant eux. J'ai quand même repris contact avec Hugo Friedrich qui enseigne toujours à Freiburg. Sur le chemin de Feldberg, où nous nous rendons pour renouveler nos vœux près de notre arbre de mariage, nous faisons accrocher par cette ville qui m'a connu étudiant. Emma semble frappée par la beauté du site, surtout par la cathédrale de Grès-Rose, avec son clocher ajouré qui émerge des ruines. Freiburg me plaît, dit-elle. Je ressens un peu la même chose qu'à Rouen. Cette ville a une âme. La place de la cathédrale est intacte du côté droit, et son regard est attiré par une belle maison rouge, avec 2 tours d'oriel, des arcades artistiquement décorées, et avec un toit bordé de pignons à gradins, recouvert de tuiles de couleur feu. C'est le Kaufhaus, un grand magasin historique de la ville, lui expliquai-je. Aujourd'hui, il accueille provisoirement l'assemblée consultative du Land de Bade. C'est sur ce côté de la place que se tient habituellement le marché. Mais aujourd'hui, l'endroit est mort. À gauche de la cathédrale, il n'y a que des décombres. Chaque année, à la fête Dieu, il y a une grande procession, ajoutai-je. Tu sais maintenant que le Land de Bade est en grande partie catholique. Toute la ville est alors décorée de reposoirs, avec des étendards aux fenêtres, des statues de la Vierge, de saints, du Christ, le plus souvent en bois sculpté. Les trottoirs et le parvis du Münster sont jonchés de pétales de fleurs et de mousse. « Elle a eu lieu cette année » demande-t-elle. « Oui, c'était le 20 juin. » Cela devait être bizarre de voir toutes les décorations dont tu me parles dans ce champ de ruines. J'imagine en effet, d'autant qu'il y a toujours foule.
Les gens chantent généralement avec ferveur. Des paysannes en costume badois côtoient des citadines, les hommes, les enfants, tout le monde participe. Les habitants sont reconnaissants aux forces d'occupation d'avoir autorisé de nouveau ces événements, car les nazis interdisaient les processions. Tes compatriotes semblent mieux supporter l'occupation que nous ne l'avons fait en France. Sans doute parce qu'ici, elle coïncide avec l'arrêt des bombardements et la fin de la guerre, mon amour. Les nombreux soldats morts sur le front russe et les ruines qui couvrent le pays leur ont fait oublier les victoires d'Hitler. Ils ont oublié leur enthousiasme de l'époque ou leur passivité. Il n'y a plus qu'une population anxieuse de trouver de la nourriture et un toit. Je ne peux m'empêcher de penser que la plupart de mes compatriotes sont surprenants. Ils accusent les nazis d'être la cause de tout leur malheur et se dissocient entièrement d'eux sans remettre en cause les choix qu'ils ont pu faire à certains moments. Le procès de Nuremberg, qui est encore en cours, semble avoir généré quelques prises de conscience. En condamnant à mort ou en faisant exécuter 12 des 24 inculpés le 30 septembre, le tribunal international a marqué les consciences allemandes. Mais hormis ce cercle extrêmement étroit des principaux responsables du régime nazi, le processus de dénazification va se poursuivre au niveau de chacune des 4 zones d'occupation, selon des modalités certainement bien différentes. La loi du 5 mars 1946 sur la dénazification et la démilitarisation a déterminé 5 catégories. Non coupables, sympathisants, personnes compromises de façon mineure, personnes compromises et enfin, personnes compromises de façon majeure. Mais un certain nombre de personnes des 3 dernières catégories vont certainement passer au travers des mailles du filet grâce à des certificats de complaisance. En outre, ce sont des tribunaux d'épuration allemands qui vont se voir confier cette tâche fondamentale mais complexe de prononcer les sanctions affectant des compatriotes. Il est difficile de savoir comment réagir. J'ai moi-même le sentiment de ne pas m'être suffisamment opposé à ce régime que j'abhorrais, même si j'ai refusé tout acte contraire à mes valeurs, même si j'ai aidé la résistance. Je ne peux qu'être ambivalent, puisque si les nazis n'avaient pas été au pouvoir, s'il n'y avait pas eu cette guerre, je n'aurais sans doute jamais rencontré mon Emma. Chassant ces pensées, je préfère revenir au sujet de Freiburg. Un jour peut-être viendrons-nous vivre ici, Schatz, quand je pourrai reprendre mes études, afin d'obtenir ma maîtrise. Je te le souhaite de tout mon cœur. Tu sais que je te suivrai où que tu décides d'aller. Je m'y suis engagée par le mariage, ajoute-t-elle avec un clin d'œil, avant de se pencher sur le landau dans lequel somnole notre fille. Mathias est dans mes bras, mais j'enlace ma magnifique femme pour lui déposer un baiser léger sur les lèvres. Viens, je vais t'emmener jusqu'au téléphérique qui va nous transporter en un quart d'heure à Hofsgrund, une petite station de montagne. Depuis la cabine du téléphérique, je lui montre le magnifique panorama sur la vallée du Rhin, les vignobles de Thuniberg et de Kaiserstuhl, jusque dans les Vosges. Puis au sommet, elle s'est émerveillée face à la vue splendide, embrassant le Feldberg, la fascinante forêt noire et bien plus loin encore, la chaîne des Alpes. « Tu te rappelles que tu dois m'apprendre à skier » s'exclame-t-elle devant le spectacle. « Je n'ai pas oublié, mein Herz. Nous le ferons à Feldberg. Ma mère pourra s'occuper des enfants pendant ce temps-là. » Emma, printemps 1948. La situation en Allemagne évolue petit à petit. Au printemps 1947, dans l'Azov, les premières élections du Landtag ont eu lieu. Les partis, comme les syndicats, avaient été autorisés et même encouragés dès l'année précédente. En revanche, l'antagonisme du bloc franco-américain britannique et des Russes s'accroît sur le traitement économique des zones. Les accords de 1945 prévoyant que les zones occidentales devaient livrer certaines quantités de charbon et de produits industriels aux autorités soviétiques, en échange de livraison de produits agricoles venus de la zone orientale, sont devenus caducs depuis le printemps 1946. En effet, le gouvernement militaire américain a suspendu les livraisons à l'URSS, étant donné que Moscou n'avait pas respecté les livraisons de produits alimentaires en provenance de sa zone. Peu après, Britanniques et Américains décidèrent de fusionner leurs zones officiellement pour améliorer le fonctionnement économique de l'Allemagne. Cela n'augure rien de bon. Toutefois, si la vie quotidienne et matérielle reste encore très précaire, la vie culturelle et intellectuelle s'épanouit avec l'encouragement
et sous le contrôle des occupants, qui, dès les débuts, y ont vu un triple intérêt. Contribuer à la rééducation, au maintien de l'ordre dans une société ayant perdu ses repères, au sursaut démocratique et au débat d'idées au sein de la population allemande. Ainsi, l'Allemagne s'ouvre aux œuvres et courants artistiques étrangers, dont l'Allemagne nazie s'était hermétiquement isolée 12 ans durant. Art abstrait, musique, jazz, films américains. La vie culturelle allemande elle-même a repris. Des œuvres interdites sous le Troisième Reich sont jouées ou exposées. Je dis souvent à Friedrich que l'Allemagne rattrape le temps perdu, mais elle crée aussi beaucoup, soit avec des œuvres visant à oublier la misère du présent et à éviter toute interrogation sur les affres du passé, soit au contraire, des œuvres faisant état des réalités de l'après-guerre. À travers la Trümmerliteratur et les réflexions des intellectuels allemands s'engage un débat sur la problématique renouveau ou restauration. Nous débattons souvent aussi ensemble, moi et Friedrich. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous adapter aux grandes évolutions de notre temps par des moyens légaux et constructifs. Or, j'ai l'impression que les responsables politiques ne vont pas dans ce sens. Bien vu, mein Liebling. Un fossé est en train de se creuser entre les intellectuels d'une part, les responsables politiques allemands et une grande partie de la société de l'autre. Le renouveau n'est pas pour tout de suite. Certains hommes politiques tentent de reprendre les choses où elles avaient été interrompues sous la République de Weimar. Ce n'est pourtant pas ce qui était prévu par les Alliés à Potsdam. En effet, mais je pense que pour stabiliser la démocratie en Allemagne, la vérité doit se situer entre les deux. Un savant dosage de réforme et de restauration de la tradition, répliquai-je. En tout cas, il y en a un qui voit clair, reprend Friedrich. C'est Winston Churchill, quand il dit que deux Allemagnes sont en train de se constituer, l'une selon le modèle soviétique, l'autre selon le modèle occidental. L'échec de la conférence de Paris de juillet 1946 a montré clairement qu'une Allemagne réunifiée n'était pas prête à voir le jour. Très juste. De toute façon, la doctrine Truman et la théorie des deux camps adverses de Zhdanov confirment la tendance. Enfin, depuis le mois de juillet 1947, mon Friedrich est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'armée française. Grâce à l'intervention de son mentor, Hugo Friedrich, il a repris ses études pour obtenir sa maîtrise en septembre. Nous avons donc emménagé à Freiburg, dans un appartement d'une maison jaune avec des volets verts, qui en comprend deux, sur la Karl-Kistner-Strasse, avec un petit jardin derrière. Pour subvenir aux besoins de notre petite famille, j'ai repris mon travail d'infirmière à l'hôpital universitaire, grâce à l'intervention d'un certain docteur Siebert, revenu dans la région. En effet, Reinhard a quitté Munich pour retrouver sa région natale. Il s'est marié fin juin 1946 avec mon amie Suzanne. Comme elle ne travaille pas, c'est elle qui garde mes deux enfants quand je suis à l'hôpital. Friedrich donne aussi des cours d'allemand le soir à des Français qui souhaitent échanger avec les Allemands qu'il côtoie au quotidien. Certains cours sont en groupe, c'est le cas des cours de conversation, d'autres sont des cours particuliers. Parmi ses élèves, il y a plus de femmes que d'hommes. Je soupçonne certaines de lui faire du charme. En témoignent les tenues qu'elles portent pour venir à leurs cours du soir. Lorsque je rentre et que l'une d'elles est là pour une leçon particulière, je me fais un malin plaisir d'interrompre brièvement le cours pour embrasser mon mari le plus langoureusement possible. Le moins que je puisse dire, c'est qu'il se prête avec délectation à mon petit jeu qui le fait rire, car il n'est pas dupe. C'est ma façon de marquer mon territoire et d'indiquer à ces tentatrices que cet homme m'appartient et qu'elles n'ont pas intérêt à y toucher. Je sais que Friedrich ne s'intéresse pas à elle, mais ma peur de le perdre est toujours là. Mon époux n'est pas moins jaloux. Dès qu'un homme se montre trop empressé auprès de moi, lui aussi marque son territoire en m'enlaçant ostensiblement. Notre amour s'accroît au fil du temps, et nos ébats sont toujours aussi torrides. Cependant, nous faisons plus attention. Nous avons déjà 2 enfants, et nous souhaitons tous les deux attendre un peu avant d'en avoir un autre. Aussi, je surveille mon calendrier de près, afin d'éviter des rapports complets pendant les périodes d'ovulation. Notre créativité nous permet de prendre notre plaisir autrement pendant la période où je suis fertile.
Du 20 octobre 1947 au 10 mars de cette année a eu lieu le procès du Rucha, le 8e de 12 tenus devant un tribunal militaire américain et non devant le tribunal militaire international, mais dans les mêmes salles que le procès de Nuremberg. Lee B. Wyatt, Daniel T. O'Connell et Johnson T. Crawford étaient les juges de ce procès des criminels de guerre devant le tribunal militaire de Nuremberg. Les accusations, concentrées sur les activités de nettoyage racial et de déplacement de population, avaient été prononcées le 7 juillet 1947. Les 14 accusés appartenaient tous à différentes organisations SS responsables de la réalisation du programme nazi de purification de la race. Le Rucha, mais aussi le Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, ou RKFDW, dirigé par Heinrich Himmler, le Volksdeutsche Mittelstelle, ou VOMI, et le Lebensborn. Ils étaient jugés, selon les cas, pour des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre par l'exécution des programmes sur la pureté raciale. Ces programmes impliquaient l'enlèvement d'enfants, l'avortement forcé de femmes enceintes non-aryennes, le pillage, la déportation des populations des pays occupés et le repeuplement de ces pays par de prétendus Allemands de race, l'envoi des personnes ayant eu des relations sexuelles interraciales en camps de concentration et la participation à la persécution des Juifs en général. Un autre chef d'accusation était pour certains d'entre eux le fait d'être membre d'une organisation criminelle, la Schutzstaffel. Je suis intervenu comme témoin sur le programme Lebensborn. Parmi les 14 accusés concernés par les pouponnières nazies figuraient Max Zollmann, le chef du Lebensborn, Gregor Ebner, le chef du département sanitaire, Günther Tesch, le chef du département juridique, et Inge Wirmetz, l'adjointe de Zollmann. Je les avais tous croisés à Steinhöring, mais celui que je connaissais le plus était Ebner. Les 3 hommes étaient accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'être membres de la SS. Seul Wirmetz était exclu du 3e chef d'accusation. Le principal coupable, Himmler, n'était pas là. Zollmann, Ebner et Tesch ont été condamnés à une peine de prison mais libérés après le jugement, puisqu'ils étaient déjà emprisonnés depuis la fin de la guerre. Quant à Wirmetz, elle a été purement et simplement acquittée. Finalement, le tribunal a considéré que le Lebensborn n'était pas responsable de l'enlèvement des enfants confiés à ses soins, ces enlèvements étant perpétrés par d'autres organisations nazies. L'accusation n'a pas pu prouver avec certitude la participation des Lebensborn au programme de kidnapping entrepris par les nazis, bien qu'il y ait des preuves que des milliers et des milliers d'enfants avaient été kidnappés par d'autres organisations et amenés en Allemagne, dont seulement un faible pourcentage avait été dirigé sur le Lebensborn. Et sur ce nombre, le Lebensborn ne s'est occupé que de quelques cas isolés d'enfants dont les parents étaient vivants. Dire que je suis déçu est un euphémisme. Des milliers d'enfants ont été victimes de cette guerre, mais ils ne seront sans doute jamais reconnus comme tels. Il reste des enfants que j'ai connus à la Morlaix et dont j'ai connu les mères comme Erwin, Edith, Helga et Ingrid, dont j'ai pu m'occuper jusqu'à Steinhöring. Elisabeth était partie début juillet 1944, quelques semaines après son accouchement, avec le père de son petit Erwin à Dortmund où elle avait de la famille. J'ai appris que le père était reparti ensuite car il était déjà marié. J'ai retrouvé la trace d'Elisabeth, devenue couturière à Avignon depuis l'année dernière, et Erwin est avec elle. Je n'ai jamais retrouvé la trace d'Annette. Sa fille, Edith, ainsi qu'Ingrid et Jean-Pierre, avaient fait partie d'un convoi qui les avait ramenés en France à Commercy. Cela avait été aussi le cas des enfants de Végimont, mais j'en ignore la raison. Ils avaient été confiés à l'assistance publique, qui les a placés chez une nourrice. Je n'avais pas eu le temps de vraiment connaître la mère d'Ingrid, le dernier bébé né à la Morlaix, 3 semaines après Mathias. La petite Helga était arrivée avec sa mère Mariette avec moi à Wiesbaden, mais cette dernière avait quitté le Lebensborn à la fin novembre 1944. La fillette a été rendue à sa mère, mais aussi à son père fin novembre 1946, car Mariette avait enfin épousé Peter, son amoureux SS engagé dans la Freiwillige Legion Flandern. Contrairement à des milliers de collaborateurs belges, il n'avait apparemment pas été inquiété à la libération.
J'avais laissé l'adresse de mes beaux-parents à Mariette. C'est elle qui m'a informée. Elle avait été prévenue au printemps 1946 qu'Helga se trouvait au Children's Center de l'UNRWA à Indersdorf, près de Dachau, et qu'elle devait être rapatriée dès que possible. Mais l'enfant avait été renvoyé en France au lieu d'être rapatrié en Belgique. 2 de mes petits protégés sur les 4 de la Morlaix avaient quand même retrouvé au moins leur mère. Mais que sont devenus les autres? Sans oublier tous ces enfants de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie. Je mesure ma chance de ne pas avoir été séparée de mon Mathias et que Friedrich nous retrouve. De toute façon, en aucun cas, je n'aurais accepté de laisser mon fils à quiconque. Mon mari est un homme merveilleux. Mon amour pour lui n'a pas de limite. Friedrich, 10 juillet 1952. En août 1948, l'Azov a fusionné avec la zone américano-britannique et en mai 1949, la République fédérale d'Allemagne est née à partir de cette trizone, avec Bonn comme capitale, et nous Francfort comme nous le pensions, Emma et moi. La zone soviétique est devenue la République démocratique allemande en octobre de la même année. Pierre Penn, devenu commissaire du Pays de Bade en 1949, après en avoir été le gouverneur, a contribué à la restauration de ce régime démocratique allemand fondé sur les Allemands anti-nazis. Les bonnes relations de Pierre Penn avec Voleb, président du Landtag de Bade, ont permis le développement de relations correctes entre les forces d'occupation françaises et la population allemande, non sans quelques inévitables difficultés. Mais j'y vois se tisser un embryon d'unité européenne. Konrad Adenauer, ancien maire de Cologne et résistant au nazisme, a été élu premier chancelier fédéral de l'Allemagne de l'Ouest le 15 septembre 1949. Grâce au plan Marshall, il a redressé économiquement le pays et poursuit une politique visant à recouvrer la souveraineté allemande. Il a intégré le bloc de l'Ouest et désire aussi se rapprocher de la France à travers une entente franco-allemande et l'édification d'une Europe unie. Depuis l'obtention de ma maîtrise, j'enseigne depuis la rentrée de septembre 1948 au Roteg Gymnasium, qui a emménagé récemment dans ses locaux reconstruits de la Werderstrasse, après avoir partagé les bâtiments du Friedrich Gymnasium depuis les destructions occasionnées par les bombardements de novembre 1944. J'interviens aussi à l'Institut français de Freiburg, dans la même rue. La femme de ma vie a dû de nouveau mettre un frein à son activité d'infirmière depuis la naissance de nos jumeaux, Christiane et Sibylle, le 12 novembre 1950. Cette grossesse était désirée, mais avoir 2 enfants d'un seul coup a amené quelques changements dans notre vie. Emma n'a pas arrêté de travailler, mais elle a dû modifier son projet professionnel et a profité de son congé de maternité pour créer une crèche halte-garderie avec une jeune infirmière et une auxiliaire de puériculture au départ. Petit à petit, la capacité d'accueil a augmenté pour atteindre 25 enfants de la naissance à 3 ans, obligeant mon Emma, directrice de la crèche, à recruter du personnel supplémentaire. Ces nouvelles fonctions lui permettent de continuer à travailler tout en s'occupant de nos 2 petits derniers, pendant que les plus grands sont à l'école. Mathias a désormais 8 ans et Elisabeth 6 ans. Ils vont à l'école primaire, où je les conduis chaque matin, pendant que leur mère emmène les jumeaux avec elle à la crèche, proche du lycée où j'enseigne. Cette proximité nous permet de déjeuner ensemble. En outre, nous nous retrouvons tous les week-ends, puisque ma femme chérie ne travaille plus que du lundi au vendredi. Par ailleurs, elle s'organise avec l'infirmière qui travaille à la crèche depuis le début et qui est devenue son adjointe pour les congés. Notre famille est notre socle. Nous avons cependant l'intention de nous en tenir à 4 enfants. Mais notre amour est si grand que nous nous le manifestons très fréquemment et que nous ne sommes pas à l'abri d'un 5e enfant. Bien qu'Emma utilise maintenant un moyen contraceptif un peu plus efficace que la méthode du docteur Ogino, le diaphragme. En attendant mieux. Cet après-midi a lieu une réception dans le parc du château d'Umkirch pour les adieux de Pierre Penn, à laquelle nous sommes conviés. Ce n'est pas la première fois, et Françoise Penn, l'épouse du commissaire, apprécie beaucoup Emma. Elle trouve mon épouse rafraîchissante, loin des femmes qui fréquentent les réceptions, bals ou cocktails, et qui se jalousent entre elles et qui se gonflent outre mesure sous le regard ironique des habitants de Freiburg. Mon Emma ne fait pas partie de cette clique, ainsi qu'elle se plaît à l'appeler.
L'amour de ma vie finit de se préparer pour la réception. Elle est toujours aussi belle, je dirais même de plus en plus. La robe bleu marine qu'elle a endossée laisse ses épaules dénudées, et sa forme met en valeur sa poitrine menue et sa taille toujours aussi fine en dépit de ses grossesses. La jupe ample dévoile ses jambes parfaites. Elle a remis les bijoux qu'elle portait à notre mariage. Habituellement, elle ne porte que le médaillon que je lui ai offert en 1944 à Paris, et de simples créoles en or aux oreilles. Ses chaussures à talons marines et blancs la rehaussent de quelques centimètres. Comme toujours, elle a fabriqué sa robe elle-même, ainsi que son élégant chapeau, comme elle réalise tous les vêtements des enfants. Ma femme est splendide, et je suis toujours amoureux fou d'elle. Nous sommes parfaitement assortis, car mon costume est lui aussi bleu marine. Friedrich, mon amour, tu es magnifique. Je sens que je vais devoir encore surveiller qui te tourne autour. Tu es un indécrottable séducteur, Friedrich von Richter. C'est pour entretenir ta flamme, Schatz. Mais c'est hilarant que toi, tu me traites de séducteur. Dès que tu vas pointer le bout de ton joli nez, tous les hommes vont te lorgner. Mais ils peuvent toujours baver d'envie. Tu n'es qu'à moi. Pour appuyer mes dires, je l'enlace très étroitement. Ce qui, comme à chaque fois, déclenche mon désir. Et je sens bien qu'il est réciproque. Nous risquons d'être en retard. Impensable pour un Boche de ne pas être discipliné et ponctuel. Surtout face à des franches fraisseurs, se moque-t-elle avec un clin d'œil. Je dirais que ma jolie Française m'a pervertie. Tu veux faire allusion aux clichés habituels sur les Françaises? Séduisante, chic, impeccable en toutes circonstances et sans effort? Les lèvres de ma Française à moi s'étirent en un sourire ironique. En effet, mais tu en as oublié un et qui fait de toi la femme parfaite pour le séducteur que je suis prétendument. Ah oui? Celui-là aussi ne demande pas d'effort, tu peux préciser, me chuchote-t-elle. Ta sensualité, lui susurrai-je en lui mordillant l'oreille. Tu as raison, mon Freddy, ça ne me demande aucun effort. Je suis incapable de te résister, et il semble que la réciproque est tout aussi vraie. Mais pour passer à l'acte, tu vas devoir patienter jusqu'à ce soir. C'est main dans la main que nous arrivons à la garden party en l'honneur du commissaire du Land de Bade, Pierre Penn. Cependant, l'année dernière a apporté de nouveaux changements dans notre région, avec le référendum pour ou contre la création d'un grand Land du Sud-Ouest proposé par les Alliés, plus viable selon eux, et regroupant les Länder de Bade, de Württemberg-Bade et de Württemberg-Hohenzollern. Léo Wolleb, le dernier président du pays de Bade, était le plus farouche opposant à la création de cette grande région, craignant que les Badois, en minorité par rapport au Württemberg, ne perdent leur tradition et tout ce qui leur importe. Finalement, le Land de Bade-Württemberg est devenu le seul Land formé à la suite d'un référendum et le troisième plus grand Land d'Allemagne. Freiburg n'est plus capitale d'un Land, c'est désormais Stuttgart qui assume ce rôle. Le gouverneur, puis commissaire du Land de Bade et son épouse sont particulièrement émus de voir tant de monde. Il est vrai que Pierre Penn a su se faire apprécier. Il a aidé à la renaissance de la région, en facilitant entre autres la reconstruction de l'hôpital et de l'université. Il a largement contribué par son influence personnelle au développement des relations franco-allemandes en pays de Bade. Et qui sait s'il n'y a pas là une nouvelle orientation pour des coopérations plus étroites encore. Notre couple franco-allemand est un exemple flagrant de l'entente qui peut exister entre Français et Allemands. Nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres. Une chose est sûre, Emma et moi sommes liés l'un à l'autre pour toute notre vie par un amour inaltérable. Toute frontière a été abolie entre nous depuis longtemps. Un jour peut-être nos deux pays en feront autant. Nous deux, c'est une évidence depuis le début. Nous sommes complices et amants, prêts à tous les sacrifices pour l'autre, prêts à tout affronter du moment que c'est ensemble. Pendant la réception, nous restons rarement éloignés l'un de l'autre. Nos doigts s'entrelacent, et dès que nous nous rapprochons, conscients du regard amusé des invités sur ce geste qui en dit long sur notre couple. Un couple d'amoureux, fous l'un de l'autre, parents de 4 beaux enfants.